et conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations sur le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne zai manti kala harino kan da boye na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la télévision Dunia que nous débutons bien évidemment avec ces remous dans la capitale Niamey et Maradi ce matin, suite bien sûr à la caricature du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, par le journal français Charlie Hebdo. Plusieurs églises maquis et des kiosques PMU ainsi que des kiosques de Orange Niger ont été brûlés par les manifestants. Ces événements interviennent après, bien sûr, les événements d'hier de Zender et d'Agadez. Le compte rendu, le constat plutôt d'une de nos équipes signé Seyni Maikido Jibril et Imran Maïga. Après Zender et Agadez hier, des manifestants ont envahi ce matin les rues de la capitale pour montrer leur mécontentement suite à la caricature du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam par le journal français Charlie Hebdo. Bar, maquis, maison de PMU Niger, des biens publics et privés ont été saccagés par les manifestants. Avec des pancartes en main sur lesquelles il est écrit « Je ne suis pas Charlie », les manifestants ont parcouru certains quartiers de la ville de Niamey malgré l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité qui ont arrêté quelques manifestants. À Maradi également, quelques manifestants ont envahi les rues de la capitale économique sans pour autant faire de casse. Pour l'heure, le calme est revenu au niveau de ces deux localités. La liberté d'expression ne veut nullement dire d'impiéter celle des autres, car comme le dit un adage, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Parlons toujours de ces manifestations dans la capitale Niamey. Le nouveau siège du PNDS Tareya en construction à Niamey n'est pas resté en marge, bien sûr, de ces états, donc le fait de saccage par les manifestants. Le secrétaire général adjoint du parti s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Le compte rendu est signé Amina Blay. Constater de visu les dégâts causés par les manifestants ce matin au nouveau siège du PNDS Tareya en construction, c'est l'objet de la visite entreprise cet après-midi par Mme Ousseini Adiza, secrétaire générale adjointe du parti. Le nouveau siège où elle a trouvé le chantier saccagé, des machines brûlées, acte qu'elle condamne fermement. Effectivement, je viens de faire un peu l'état de lieu avec ceux qui étaient sur le chantier ce matin. Malheureusement, ce matin, moi, j'étais sur un autre agenda. Et ce que je viens de constater est vraiment désolant. Et il n'a rien à voir avec l'apparition de Charlie Hebdo. Et je considère que c'est une attaque directe contre le PNDS parce que je ne vois pas en quel sens la construction du nouveau siège du PNDS a à voir avec une quelconque parution du journal Charlie Hebdo. Cette parution du journal, je pense que vous avez entendu le communiqué du gouvernement, c'est quelque chose que tout le monde regrette et il me semble, mon appréciation personnelle, que des gens mal intentionnés ont profité des prêches qu'ont voulu faire certaines organisations et religieuses pour semer le trouble. Je pense que c'est une action purement et hautement politique. On en veut au PNDS, mais qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, ceux qui ont saccagé ce siège, ils vont voir ce siège venir à bout, Inch'Allah. Ce n'est pas ceci qui va nous décourager. Si c'est une attaque contre le PNDS, que ces gens-là sortent ouvertement. Nous avons l'habitude. Nous avons mené plus de 20 ans de combat. Donc il n'y a pas quelque chose qui va nous faire peur.
Aujourd'hui, les gens sont inquiets par rapport aux résultats que nous sommes en train d'engranger par rapport à la République, par rapport à la 7e République. Je pense que c'est ça qui fait peur. Eh bien, que les gens, au lieu de saccager les investissements qu'ils sont en train de faire pour l'avenir de la génération future, au lieu de saccager, s'ils savent faire quelque chose, qu'ils se préparent pour les prochaines élections et qu'ils montrent au peuple nigérien ce qu'ils sont capables de faire. Ce n'est pas en saccageant un à un nos sièges. Ça s'est passé à Zender, ça s'est passé à Agadez, ça s'est passé aujourd'hui à Niamey où nous avons plusieurs sièges qui ont été attaqués. Eh bien, ce n'est pas ça qui va nous faire peur. Une enquête sera diligentée pour situer les responsabilités et une estimation des dégâts sera faite afin de mettre l'entrepreneur dans ses droits. Plusieurs vagues de manifestations protestant bien sûr contre ces caricatures parues dans le journal français Charlie Hebdo ont perpétré des actes de vandalisme au siège du PNDS Taraya et à l'église de la maison catholique d'Agadez avant de brûler des pneus sur plusieurs artères de la ville. Retrouvons Ramidi Alassane pour d'autres précisions. Le volet au demeurant pacifique s'est radicalisé et a abouti par des actes de vandalisme lorsque les manifestants en colère ont, en petits groupes, partiellement saccagé les sièges du PNDS Taraya et l'église de la mission catholique d'Agadez. Après des échauffourées parfois violentes avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser, les manifestants se sont mis à brûler des pneus sur plusieurs artères de la ville. Raison invoquée, la publication dans le journal satirique Charlie Hebdo de caricatures sataniques du prophète. Mais pour de nombreux témoins que nous avons interrogés, ces actes barbares ont plutôt un but non avoué. Et automatiquement, des jeunes s'étaient réunis et ils ont commencé à scander Allah Akbar, Dieu est grand, Dieu est grand. Et d'autres fustigeaient la une de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Donc automatiquement, ces groupes de jeunes s'étaient transportés vers le sultanat. Là, ils se sont recueillis, ils ont lu une fatiha à l'hommage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pensions que la marche était finie et c'était fini et tout le monde a commencé à vaquer à ses occupations. Automatiquement, on a vu des jeunes qui ont commencé à se regrouper, des jeunes, c'est-à-dire on ne connaît pas, moi je ne connais pas personnellement les gens qui s'étaient mis devant, mais c'était des jeunes d'Agadez qui voulaient exprimer leur colère et ils se sont rués vers des points sensibles, c'est-à-dire des carrefours. Ils ont mis le feu à des pneus au niveau des carrefours, à scander Allah Akbar partout. Et au fil de leur déplacement, des gens les ralliaient et le cortège grossissait. Dieu merci, ceux qu'ils ont voulu, ils n'ont pas eu. Parce que pour eux, c'est de détruire complètement les sièges. Mais ça s'est arrêté pour les hangars, les chaises et une partie de notre documentation. Donc pour l'avenir, en tout cas nous allons prendre les précautions parce qu'on sait de quoi il s'agit maintenant. Ce n'est plus une histoire de l'islam, parce que nous aussi nous sommes des musulmans. Et Dieu merci, on a compris, c'est pratiquement politique, les gens ont glissé, mais on est là avec eux et Inch'Allah on va les dénoncer. Merci. Le maire de la commune, M. Rissa Feltou, et des élites du parti se sont rendus au siège du PNDS Taraya afin de constater les dégâts. Cependant, les manifestants, parfois très jeunes et manifestement bien organisés sur des motos, transportent et brûlent des pneus dans différents quartiers de la ville. Mais c'est sans compter avec la traque des forces de l'ordre à bord de véhicules parfois banalisés qui ont procédé à plusieurs arrestations. En fin de journée de ce vendredi, le calme est progressivement revenu dans la ville d'Agadez. À déverser dans le même chapitre, à Maradi, ces manifestations ont également eu lieu. Je vous propose de suivre ces images à Maradi.
Direction Zender, toujours par rapport donc à ces caricatures publiées par le journal français Charlie Hebdo suite aux manifestations de Zender. Le gouverneur de la région de Zender a animé un point de presse relatif à ces événements, vous le savez, donc produits à Zender, dont le bilan fait état de 4 morts, 45 blessés. Kalla Moutari, gouverneur de la région de Zender, que je propose de suivre. Circule dans la ville de Zender et même à l'intérieur du pays des tracts sur papier, des SMS appelant à une manifestation aujourd'hui, vendredi, après la prière de 14 h. Et ces tracts, les auteurs de ces tracts-là ne sont pas identifiés, ne se sont pas fait connaître. Et naturellement, cette manifestation n'a pas été déclarée. Nous ne connaissons pas les organisateurs. Et ils n'ont pas indiqué leur itinéraire, ils n'ont pas indiqué leur objectif, ils n'ont pas indiqué leur destination. C'est sur la base des renseignements recoupés que nous avons organisé le maintien de l'ordre en prédisposant les forces de défense et de sécurité sur des sites sensibles. Et comme vous l'avez constaté ce matin, quand nous avons fini les prières, ces manifestations ont commencé. Les manifestants sont venus de la plupart des mosquées en scandant des slogans de ralliement que nous avons déjà écoutés la veille avec des gens qui circulaient hier nuit à bord des véhicules, avec des motocyclistes qui circulaient dans la ville de Zender arborant des drapeaux de Boko Haram ou confectionnant des drapeaux français. Donc, les manifestants ont convergé vers les centres-villes, vers les places que nous avons, les sites que nous avons identifiés et que nous protégions. Nous avions raison, c'était des églises qui étaient ciblées, c'est le centre culturel qui était ciblé, c'est des écoles religieuses qui étaient ciblées. Nous avons pris position avec nos forces de défense et de sécurité qui pensaient avoir affaire à une manifestation normale de protestation, qui pensaient faire à un maintien d'ordre classique. Et c'est sans compter avec les manifestants qui étaient violents. Vous l'avez constaté vous-même. Ils étaient armés de coupe-coupe, de lance-pierre. Ils avaient de l'essence avec lesquelles ils brûlaient systématiquement, y compris des maisons d'habitation. Devant une telle violence, une violence inouïe, les forces de l'ordre ont dû réorganiser leur travail, leur opération. De sécuriser le site, ils se sont réduits à sauver des vies et les biens qui peuvent l'être. Vous l'avez constaté, nous avons dû évacuer les familles chrétiennes de Zender qui sont aujourd'hui réfugiées dans leur propre ville. Nous avons évacué nos hôtes, ou certains de nos hôtes, qui sont ici dans le cadre des activités normales de la vie, du commerce ou des relations sociales. Donc, nous avons pu sauver les vies de ces chrétiens et de ces autres, mais nous n'avons pas pu sauver tous les biens. Beaucoup de maisons ont été brûlées, des maisons privées ont été brûlées. L'église ou les églises sont à moitié saccagées, le centre culturel a cramé pour l'essentiel, un siège de parti politique brûlé, des véhicules
brûlés, des animaux égorgés et brûlés. C'est cette situation que nous avons vécue aujourd'hui. On est à la fin des opérations et le bilan est là, douloureux, regrettable. Nous avons perdu 4 vies humaines. Un élément de force de défense et de sécurité qui a succombé à ses blessures. Un autre manifestant malade qui est mort suite à l'inhalation de gaz lacrymogène. Et 2 manifestants tués par balle parce qu'ils prenaient d'assaut une de nos compagnies. Voilà le bilan en ce qui concerne la perte en vie humaine. Nous comptons 45 blessés, 22 du côté FDS et 23 du côté des manifestants. C'est la situation que je tenais à dire après la réunion que nous avons tenue avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité engagées dans cette opération, après le tour d'horizon de toute la question, de tous les détails que nous pouvons avoir sur cette question. Voilà le bilan que nous avons à la date d'aujourd'hui. Enfin, je voulais rassurer la population de Zinder pour lui dire que force devait rester à la loi. Les choses regrettables se sont passées aujourd'hui. Elles ont surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à une telle cruauté. Personne ne s'attendait à une telle violence. C'est des choses qui arrivent. Il faut prier, mais le gouvernement ne reculera pas. Nos forces de défense et de sécurité sont prêtes à faire face à toute éventualité. Et nous continuerons à sécuriser les vies. Nous continuerons à sécuriser les biens des personnes. Voilà, en tout cas, regrettable, vous l'avez vu, en tout cas, ces images qui choquent plus d'un Nigérien. Cela dit, l'école communautaire Karkara de Zinder a fêté ce matin son 10e anniversaire de date de création, bien sûr. Une école menée par l'ONG ASEC sur d'un projet plutôt donc piloté par des volontaires allemands et M. Lamidou Daouda. Précision avec Moussa Adam Garba. Déjà que l'école Karakara a été mise en place par l'ONG ASEC Mungani. Pour joindre l'utile à l'agréable, un des membres fondateurs de ce grand projet a fait le déplacement d'Allemagne pour constater de visu les différentes réalisations faites depuis l'installation de cette école. Il a profité de cette occasion pour faire quelques visites. Il était d'abord chez le gouverneur de la région qui l'a bien accueilli. Il a rassuré le gouverneur de la disponibilité de leur projet pour accompagner l'éducation au Niger. Après le gouvernorat, il a été reçu par le sultan du Damagaram. Là également, plusieurs questions d'ordre socio-éducatif ont été discutées. La visite s'est terminée avec l'école Karakara après avoir rencontré les élèves et le personnel enseignant. Et nous livre ici ses impressions. Voilà, donc en 2005, il y a eu un problème de famine, de problème très sérieux. Et comment dirais-je, on a réfléchi nous-mêmes pour dire comment est-ce qu'on peut aider le pays, comment est-ce qu'on peut contribuer à ce que ce problème soit d'une manière ou d'une autre résolu. Et ma femme et moi, on a eu l'idée de se lancer dans l'éducation.
L'éducation, ça permet de résoudre presque tous les problèmes. La base, c'est l'éducation. C'est ainsi que on a commencé avec une soirée de gala dans l'enceinte de notre société. Et avec la recette de cette soirée de gala, nous avons démarré le projet ici à Zander de l'école communautaire Karakara. On a pris 50 enfants et les 50 enfants ont été recrutés avec les critères extrêmement pauvres et extrêmement âgés, de manière à ce que c'est presque la dernière possibilité de faire de scolariser ces enfants. Donc on a recruté 50 enfants et avec, comme je le disais, la recette, la première soirée de gala, on a démarré le projet. Ensuite, on a développé cela sous une forme de parrainage. On cherche, on a fait en sorte que chaque année, on recrute 50 enfants. Et pour ces 50 enfants, on cherche des parrains allemands qui se disent prêts à prendre tout en charge pour la scolarisation de cet enfant. C'est ainsi qu'on est arrivé jusqu'au CM2, après le CEP. Donc, il faudrait rechanger le système parce qu'on ne voulait pas laisser les enfants à partir du CM2 à eux-mêmes. Donc on a dit que tous nos enfants, tous les enfants qui ont assisté, qui sont issus de l'école communautaire Karakara vont être suivis, vont être aussi pris en charge au collège. C'est ainsi qu'on a élargi notre système de parrainage à 10 ans. Donc à partir de cette année, tout parrain qui prend un élève, il le suit jusqu'au collège. Et ça, c'est une grande... Il faut préciser que si cette école existe encore, c'est surtout grâce à ASEC Mungani, une ONG qui œuvre inlassablement depuis quelque temps pour le développement de l'éducation au Niger. Parlons éducation toujours en marge de la cérémonie de pose de la première pierre de l'école normale d'instituteurs de Niamey. La ministre de l'Éducation nationale a effectué une visite à l'école primaire Tchangare, située donc au quartier Kwarategi. Il s'agit pour la ministre Madame Ali Mariama de réceptionner un échantillon de la salle de classe renouvelée conçue donc par un entrepreneur nigérien. Retrouvons le compte-rendu de Moudi Moussa et Soumela Dandi. L'échantillon de la toute nouvelle version de salle de classe en matériaux définitifs qui soumet à l'appréciation des autorités éducatives, l'entrepreneur et opérateur économique nigérien Elhaj Yacouba Damaradi. Classe innovante, c'est le nom de cette nouvelle conception construite à moindre frais et adaptable à des zones notamment difficiles d'accès. Vous le voyez bien, c'est une classe qui est debout, qui tient bien, donc qui est faite avec une technique autre que la technique traditionnelle de construction. Parce que nous avons remarqué que notre méthode, en fait, ne répond pas aux besoins énormes de ce pays-là en termes d'infrastructures, donc scolaires, sanitaires, les marchés, voyez-vous. Donc c'est pour cela que nous sommes mis en partenariat avec certains amis qui sont à l'étranger, à l'extérieur, avec même ceux qui fabriquent l'élément principal avec lequel on a construit cette classe qui est l'écoplaque. Donc nous sommes rentrés en partenariat avec des techniques donc, pour pouvoir réaliser cela. Donc comprenez que cette classe-là, elle vise les zones qui sont difficiles d'accès. C'est pour cela que nous avons évoqué, nous avions dit que donc, pour réaliser cette classe-là, nous avons consommé que 5 paquets de ciment. Et voyez ce qui va avec le 5 paquets de ciment. Ce qui vont avec 5 paquets de ciment. Ça veut dire 5 brouettes de sable, 10 brouettes de gravier. Je ne sais pas si vous connaissez la zone de Difa, par exemple, qui est ma zone. Donc là-bas, le gravier, vous savez combien ça coûte? Un seul voyage de gravier, si vous voulez l'amener jusqu'au site, peut vous coûter jusqu'à 1 million. Vous voyez? Donc en comparaison, c'est que nous sommes moins chers. En réceptionnant ce premier échantillon de classe innovante, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a, tout en encourageant l'initiative de son concepteur, promis d'étudier avec les techniciens l'efficacité de cette nouvelle forme de salle de classe soumise à leur appréciation. Nous sommes venus réceptionner une classe qui nous a été offerte gracieusement par un promoteur privé et qui a innové une technique de construction de classes et qui ne demande pas beaucoup de moyens, si on peut le dire, et qui ne demande pas beaucoup de temps. Et nous l'avons visité avec nos techniciens et nous allons prendre le temps d'examiner
et la durabilité de ces infrastructures et tout le confort thermique par exemple, et puis voir si vraiment c'est adapté aux besoins ou à notre modèle standard de construction des classes. Et c'est un promoteur privé qui l'a offert gracieusement, qui l'a mise à notre disposition, et nous allons l'examiner donc avec les techniciens, voir si c'est possible que le ministère commande ce genre de classes, surtout pour les zones reculées et pour les zones nomades. Une fois validées par les services du ministère de l'Éducation nationale, ces classes innovantes contribueront ainsi à remplacer progressivement les classes payotes, mais également de faciliter l'atteinte du noble objectif du président de la République de doter l'école nigérienne de 3000 salles de classe en matériaux définitifs chaque année. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey d'un atelier d'échange sur les contrats de partenariat public-privé au Niger sur la thématique procédure de passation de contrats de partenariat public-privé. Le compte rendu est signé El Mokhtar Keni. Le présent atelier porte sur les contrats de partenariat public-privé au Niger. Il est organisé par la cellule d'appui au partenariat public-privé créé par le décret numéro 2011-560 du 9 novembre 2011 portant organisation et fonctionnement de la cellule. Le coordinateur de la cellule a saisi l'occasion pour donner la situation évolutive de la cellule et sa mission. Le PPP a été conçu pour booster les infrastructures au Niger. Mais le législateur nigérien a bien voulu aller au-delà en joignant à cette tâche l'amélioration de la qualité des services publics. Et cette mission élargie qui devrait être mise en œuvre à travers ce dispositif de partenariat public-privé mérite toute l'attention des techniciens d'abord, en particulier ceux du ministère des Finances, et en particulier également ceux que les autorités ont bien voulu nommer pour conduire la cellule d'appui au partenariat public-privé. En particulier les experts techniques chargés d'évaluer les projets, chargés de veiller au bon montage, aussi bien technique que financier, des projets en PPP. Comme vous le savez, il s'agit de projets structurants importants et de projets de long terme. S'agissant de ce type de projet, l'analyse doit être la plus fine possible et doit donc requérir l'attention en particulier des techniciens. Parce que quand le dossier est techniquement bien monté, les risques sont amoindris. Cet atelier qui va durer une journée permettra aux participants de parcourir les dispositifs et les dossiers instruits et signés par l'État du Niger afin de rendre plus attractif le Niger. Restons avec cet atelier après donc cette journée d'intenses travaux. Les travaux justement donc de cet atelier ont pris fin. L'atelier organisé par la cellule d'appui au partenariat public-privé sur une note de satisfaction. Le point des travaux avec le coordinateur de la cellule, Mohamed Moussa. Le principal à atteindre à travers 3 présentations, c'était une compréhension commune du dispositif du partenariat public-privé, ainsi que l'intérêt que l'État du Niger peut tirer de ce dispositif qui est nouveau. Vous avez écouté certainement des débats utiles, passionnants et très intéressants, et qui dégagent des perspectives vraiment heureuses pour ce pays. En particulier, indépendamment de la présentation générale du cadre des partenariats public-privé, du montage du dispositif légal et réglementaire, le Niger a bien conçu avant tous les autres pays, je dirais, de l'Afrique francophone, parce que c'est le premier modèle complet du PPP qui a été réalisé au Niger. Au point que, comme nous l'avons vu lors de la présentation, tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest sont venus chez nous demander et prendre notre mécanisme pour aller l'adapter chez eux. Et donc, mais la partie la plus intéressante a été quels sont les grands projets structurants pour ce pays qui ont été déjà conduits et mis sur les rails. Et là, vous avez vu que nous avons examiné 11 grands projets.
dont notamment les projets, commençons par les plus emblématiques, ce sont des projets sociaux. L'un des constats faits par la République, c'est que l'enseignement en particulier n'a pas réussi à mettre en place les infrastructures nécessaires à son développement. Parce que, comme vous le savez, les ressources budgétaires sont forcément limitées. Donc, le mécanisme de PPP profite actuellement beaucoup au domaine social, notamment de l'enseignement supérieur et même de l'enseignement primaire. Nous allons commencer par l'enseignement supérieur. Vous avez vu qu'il y a un projet, un contrat déjà signé pour réaliser 4800 lits dans 4 universités, Niamey, Maradi, Zander et Tawa, qui existent déjà. Là, il est prévu de réaliser dans chaque université un amphithéâtre de 1000 places et dans chaque université une cité dortoir de 1200 lits. Ce serait un progrès considérable. Ce projet actuellement, en tout cas, le Niger a déjà mis sa contrepartie financière prévue. Elle est disponible, elle est déjà dans le compte séquestre prévu à cet effet. Et le partenaire est actuellement en train de finaliser avec son banquier la libération de sa contrepartie financière. Les équipements techniques sont déjà en place pour réaliser ce projet par l'entreprise qui avait été retenue. Le BIT, le Bureau international du travail, à travers le projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination, a initié ce matin une conférence débat à l'intention des étudiants de l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Objectif de cette conférence débat, sensibiliser les étudiants sur les différentes formes de travail forcé et de discrimination. Le compte-rendu est signé Isidore Banaba. Parlons d'une société plus juste et équitable pour tous. C'est l'objectif que s'est fixé la coordination nationale du projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination au Niger. C'est donc pour atteindre cet objectif que cette conférence débat, qui vise à sensibiliser les étudiants de l'école normale, d'administration et de la magistrature, a été initiée. Il s'agit pour le Bureau international du travail, à travers sa coordination nationale, d'amener les futurs administrateurs et juristes à combattre les causes du travail forcé au Niger. Nous avons voulu travailler également à sensibiliser les étudiants de manière à ce qu'ils en soient conscients et que plus tard, ils puissent, une fois sur le terrain, voir quelles réponses structurelles ils pourront apporter à des préoccupations qui sont assez complexes et qui dépassent, disons, le seul cadre de l'adoption du cadre réglementaire. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'interdire la pratique. Il faudra apporter des réponses, comme je le disais, structurelles. Quand vous prenez une des 10 facettes de ce travail, le travail des enfants, la mendicité, l'exploitation, bon, vous ne pouvez pas simplement dire que c'est interdit. Mais quelle alternative vous proposez? Autre aspect de la vie sociale abordé dans cette conférence débat est la discrimination. À ce niveau, ces jeunes appelés à diriger un jour le Niger doivent travailler à briser toutes les barrières sociales. Lorsque ça se manifeste en termes d'emploi, en termes d'opportunités de formation, en termes d'opportunités d'accès aux ressources, à la terre, à bien d'autres ressources, il est évident qu'on ne peut pas être... il est difficile d'assurer l'égalité. Donc c'est toutes ces formes-là qui revêt la discrimination. Donc l'intérêt justement de la conférence, c'est de sensibiliser les étudiants de manière à ce qu'ils puissent mener des analyses qui permettent de documenter davantage ces formes de discrimination, sous quel angle, sous quelle facette elles se présentent au Niger. Le message est passé et les étudiants se disent prêts à œuvrer pour l'avènement d'une société sans discrimination aucune. Nous saluons cette initiative donc, de l'ENAM d'avoir organisé une telle conférence et de nous édifier davantage donc, sur les pratiques de l'esclavage
Parce que nous, au début, vraiment, on pensait que depuis l'abolition de l'esclavage, on pensait que la pratique n'existe plus. Mais maintenant, vraiment, on veut de l'apprendre et ça nous surprend vraiment de voir que cette pratique existe au Niger. C'est une conférence que l'ENA devrait perpétuer pour permettre aux futurs juristes de mieux s'imprégner, ainsi qu'aux autres acteurs de la vie judiciaire. Nous, en tant que magistrats, je dirais plutôt que c'est une bonne initiative pour nous. Ça nous a vraiment servi et ça nous permettrait de mieux éradiquer en réprimant ceux qui s'adonneraient à cette pratique. Après l'école normale d'administration et de la magistrature, la coordination nationale du Bureau d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination du Bureau international du travail entend organiser d'autres conférences débats sur le même thème à l'université Abdoul Moumouni. La ministre en charge de l'éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, elle a procédé ce matin à la pose de la première pierre de construction de l'École nationale des instituteurs ENI de Niamey, d'un coût global de 567 500 000 francs CFA. La construction du site de construction de l'école normale des instituteurs permettra donc ainsi de décongestionner les ENI déjà existants. Le compte-rendu est signé Moudi Moussa. C'est sous l'hymne de l'école et dans une ambiance fortement chaleureuse qu'a débuté la cérémonie consacrant la pose de la première pierre de l'école normale des instituteurs de Niamey. Placée sous la présidence de la ministre en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, cette cérémonie de grand jour, rehaussée par la présence du président du CESOC et de plusieurs membres du gouvernement, vise à doter la toute première école normale d'instituteurs de la capitale de sa propre cour. Occasion pour le directeur général de l'ENI Niamey d'exprimer toute la gratitude et la reconnaissance de son école aux autorités nigériennes pour leur engagement dans la promotion du secteur de l'éducation. Je ne saurais décrire la joie qui anime aujourd'hui le cœur du personnel de l'administration, du corps d'encadrement, du personnel auxiliaire et des élèves maîtres que je représente ici à l'occasion de cet événement. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'école normale d'instituteurs de Niamey dispose d'un site définitif et nous prions Dieu pour qu'il accompagne le gouvernement de la 7e République et en particulier Madame la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique dans toutes les actions qu'elle entreprend visant la promotion du secteur éducatif. Créer des conditions favorables à un encadrement de qualité, c'est l'objectif poursuivi à travers la création de 4 nouvelles ENI à travers le pays. Ainsi, pour la ministre de l'Éducation nationale, une telle initiative permettra d'améliorer les conditions d'études des élèves maîtres, mais aussi et surtout de décongestionner les écoles normales déjà existantes. Les effectifs des écoles normales connaissent une croissance exponentielle depuis 10 ans. En effet, de 2003 à 2013, l'effectif des élèves maîtres est passé de 2547 à 10 338, soit un accroissement annuel moyen de 15%. Au cours de la même période, le nombre d'écoles normales est passé de 4 à 7 et celui des classes de 62 à 185 avec un doublement de 2009 à 2013. En effet, on note un ratio moyen de 56 élèves maîtres par classe et ce chiffre cache des disparités entre les régions. Les ratios les plus élevés sont de 77 élèves par classe à Maradi, 67 à Dosso et 66 élèves par classe à Zender. Vous conviendrez avec moi que ce sureffectif des élèves peut impacter négativement la qualité de la formation des élèves maîtres en termes de gestion des classes,
mais aussi des limitations des opportunités de réalisation des stages à responsabilité dans les classes. Madame Ali Mariama de faire également la présentation de cet inédit chantier dont le coût des travaux est chiffré à quelques 567 500 000 francs CFA. L'école normale de Niamey sera un grand complexe composé de plusieurs types d'infrastructures scolaires, administratives et de logements de fonction. Le marché est composé de 3 lots. Un lot de 18 salles de classe et d'un bloc administratif. Un deuxième lot de 4 logements. Un troisième lot de murs de clôture et de l'infirmerie. La construction de ce site de l'école normale des instituteurs de Niamey entre ainsi dans la droite ligne de l'exécution de l'ambitieux programme de renaissance du chef de l'État qui prévoit notamment la construction d'au moins 3000 salles de classe en matériaux définitifs par an. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a présidé hier après-midi la première réunion du Conseil national du fichier biométrique, une cérémonie qui a servi d'occasion à l'installation officielle du Conseil national du fichier électoral biométrique et l'examen des travaux du Comité national chargé du fichier électoral biométrique. Ralia Sani pour d'autres précisions. Sont inscrits à l'ordre du jour l'installation du Conseil national du fichier électoral biométrique et l'élaboration du rapport d'étape des travaux du Comité national chargé du fichier électoral biométrique. Pour ce qui est de la mise en place du Conseil, chaque parti politique est individuellement membre. Après l'installation des membres, le Conseil se vit attribuer un arrêté fixant son fonctionnement. Le CNF assure la supervision, le contrôle et la vérification des travaux de la du fichier biométrique. En outre, il a en charge la validation des résultats du recensement électoral biométrique et des opérations de révision du fichier électoral biométrique. Le CNF veille au bon déroulement de l'ensemble du processus de l'élaboration du fichier électoral biométrique. La CNF assure la régularité du processus de recrutement de l'opérateur, la régularité des différentes opérations. Pour mener à bien ces missions, le CFF est chargé de fournir des rapports d'étape des activités du CNF. Le bureau du CFF assiste aux sessions du CNF. Dans le cas de la validation, le CNF s'assurera de la qualité et de la sécurisation des différentes bases de données du fichier et de la liste électorale biométrique. Article 2. Le CNF se réunit chaque fois que des besoins sur convocation du président. Article 3. Le CNF est assuré par le CNDP. Article 4. Les délibérations et les décisions des réunions du CNF sont considérées dans un procès verbal. Les décisions du CNF sont prises par consensus. Ça n'est suivi l'examen du deuxième point à l'ordre du jour, l'élaboration du rapport d'étape des travaux du Comité national chargé du fichier électoral biométrique. À l'issue de ces travaux de réflexion, le Premier ministre a fait le point. Après l'installation officielle du Conseil national du fichier électoral, nous avons fait le tour du rapport. Nous avons examiné le rapport d'étape présenté par le CFEP, Comité du fichier électoral biométrique. Il ressort de ce rapport que beaucoup de tâches ont été déjà réalisées, mais beaucoup reste à faire. Nous avons quelques obstacles que nous allons chercher à lever au plus tôt pour que nous puissions disposer de ce fichier dans les délais prescrits. Parmi les tâches déjà réalisées, nous savons que désormais il est très possible que les activités de recensement porte à porte commencent au plus tôt dans les tout prochains jours et que le recrutement de l'opérateur chargé de la réalisation du fichier biométrique est en cours. Donc le processus de recrutement est presque à son terme. Donc nous pouvons considérer que le processus est bien lancé, mais nous devons faire le point
de l'ensemble du chronogramme en début de semaine prochaine afin d'apprécier véritablement le travail qui reste à faire pour dégager les orientations et les propositions que nous devons faire au gouvernement. L'objectif étant, et dans les délais prescrits, que nous puissions disposer d'un fichier électoral biométrique selon les normes. La tenue de cette rencontre vient fort opportunément car la mise en place du Conseil national du fichier électoral biométrique est une mission d'intérêt général qui consacre l'avenir politique du pays. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un organe collectif et collégial, il faut noter que l'opposition s'est retirée de la mise en place de ce comité. Et puis à retenir ce don de la République populaire d'Algérie, un don important composé donc de l'eau, de produits alimentaires et pharmaceutiques aux réfugiés nigériens à Difa et leurs familles hôtes. Objectif contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces réfugiés de Difa. La première livraison a atterri ce matin à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey en présence du ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou. Le compte-rendu est signé Mariam Soumana Issa Hassan. Ces deux avions cargo en provenance de la République populaire d'Algérie contiennent un important lot de produits alimentaires et pharmaceutiques destinés aux réfugiés nigériens se trouvant à Difa. Fruit de la coopération nigéro-algérienne, ce don de 561 tonnes vient en réponse à l'appel d'urgence lancé par le gouvernement nigérien à la communauté internationale en vue de soutenir les réfugiés du Nigeria se trouvant dans la région de Difa ainsi que leurs familles d'accueil. Ce don constitue donc la première livraison d'une dizaine de rotations. La solidarité entre l'Algérie et le Niger repose sur une tradition séculaire. C'est cette tradition séculaire et ancienne que nous perpétuons aujourd'hui. Nous la perpétuons grâce à un geste de solidarité qui doit être effectif, qui doit être concrète, et de manière à ce qu'elle réponde aux besoins des réfugiés tels que définis par le Niger lui-même. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un acte de solidarité, d'amitié et de fraternité. Et je pense que le Niger mérite bien que la communauté internationale soit à ses côtés. En réceptionnant ce don, le ministre de l'Intérieur a exprimé toute la gratitude du gouvernement nigérien à l'endroit du pays frère et ami l'Algérie. Hassoumi Massaoudou a par ailleurs rassuré ses généreux donateurs que ce don ira directement aux principaux bénéficiaires. Ce don significatif d'une valeur de 1 150 000 $ US. Ce don estimé à 561 tonnes est composé de 250 tonnes de riz blanc, 100 tonnes de lentilles, 30 tonnes de lait en poudre, 50 tonnes de tomates concentrées, 40 tonnes d'huile de table, 60 tonnes de sucre, 5 tonnes de savon de Marseille, 16 tonnes de biscuits casse-croûte, 10 tonnes de médicaments. Ce geste noble et humanitaire est la marque de la fraternité et des bonnes relations qui existent entre la République démocratique et populaire. Cette aide qui cadre parfaitement avec le plan d'urgence du gouvernement pour la région de Difa contribuera sans nul doute à améliorer les conditions de vie des déplacés et des populations hôtes. Je peux vous assurer, Monsieur l'ambassadeur, qu'elle sera acheminée dans les meilleurs délais dans la région de Difa afin qu'elle soit distribuée exclusivement aux bénéficiaires. À noter que les rotations restantes seront acheminées les jours à venir. Cet important don permettra à n'en point douter à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces milliers de réfugiés de Difa. D'autres pays emboîteront certainement le pas à l'Algérie. L'Union générale des assurances du Niger, UGAN, a procédé dans la soirée d'hier au Grand Hôtel de Niamey à une cérémonie qui consacre la nouvelle appellation de l'UGAN URD et UGAN Vie. C'était en présence de plusieurs invités de marque. Murtala Zouer.
ambiance festive que le personnel de l'Union générale des assurances du Niger s'est retrouvé à travers cette cérémonie qui marque une ère nouvelle pour l'Union. Une cérémonie qui consacre la nouvelle appellation de l'UGAN IARD et l'UGAN Vie qui deviennent désormais Sunu Assurance et Sunu Vie. L'UGAN qui est d'ailleurs membre du groupe Sunu depuis novembre 2002. Le directeur général de l'UGAN IARD est revenu sur l'objet de cette cérémonie. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous annoncer en avant-première une grande nouvelle. Cette grande nouvelle, nous avons voulu que vous la preniez dans le cadre familial Sunu, de vous à nous. Cette grande nouvelle, c'est le changement d'identité de toutes les filiales du groupe Sunu, dont les sociétés UGAN IARD et UGAN Vie. Dans le même temps, UGAN IARD fête son 30e anniversaire, franchissant ainsi le cap de la maturité, et sa jeune sœur UGAN Vie fête son 15e anniversaire. Chers clients, chers partenaires, nous vous invitons à célébrer 3 décennies d'existence, d'engagement à vos côtés. Ce changement de nom des sociétés UGAN IARD et UGAN Vie, événement central de cette soirée, découle de la charte du groupe Sunu. Conformément à cette charte, toutes les sociétés filiales prendront désormais la dénomination de Sunu Assurance avec les mêmes prestations fondées sur la confiance, la loyauté qui ont toujours caractérisé nos relations avec vous, chers clients, chers partenaires. Le directeur général délégué du groupe Sunu, qui signifie en Wolof notre représentant, le président directeur général du groupe, a procédé à la présentation de son groupe. Le groupe Sunu, c'est 19 sociétés présentes dans 11 pays. C'est 90 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2014. C'est 260 milliards de francs CFA d'actifs que nous gérons. Durant ces 15 années, toutes les sociétés du groupe, que vous avez vu tout à l'heure sur le film, on les a laissées évoluer avec leur identité visuelle. C'est ainsi que UGAN Vie et UGAN IARD, qui sont des institutions au Niger, ont continué à occuper et à utiliser le logo qui était le leur. Après ces 15 ans, nous pensons qu'il est temps de montrer un visage d'unité. Et c'est ainsi que le groupe a décidé que toutes ces filiales allaient maintenant s'appeler Sunu, pour montrer l'unité, pour montrer la force et pour montrer le déterminisme du groupe. Pour mieux faire connaître les différents domaines d'intervention du groupe Sunu, un film documentaire a été projeté à l'assistance. Sunu est un groupe africain d'assurance créé en 1999 dont le siège social est basé en France, mais l'activité intégrale est exercée en Afrique. Au 31 décembre 2013, le groupe détient 19 filiales et sociétés affiliées, dont 11 en assurance vie et 8 en non-vie, dans 11 pays de la zone conférence internationale des marchés d'assurance CIMA. Un mot de sport dans ce journal avec cette conférence de presse animée par les membres du bureau exécutif du comité olympique sportif nigérien. C'était hier après-midi, relativement donc au retrait de délégation de pouvoir aux 9 fédérations sportives par le ministre de la Jeunesse des Sports, Abdul Karim Damalam, que le COSNI qualifie donc d'un abus de pouvoir. Le compte-rendu est signé d'Amana Blay. Hier, les membres du bureau exécutif du comité olympique et sportif du Niger COSNI montent au créneau pour étaler leur part de vérité après le point de presse du ministre des Sports Abdul Karim Damalam par rapport à l'arrêté ministériel qui retire la délégation de pouvoir à la fédération sportive. Entre autres propos ayant caractérisé cette conférence de presse, les membres du COSNI qualifient cette décision du ministre des Sports d'un abus de pouvoir avant de le taxer de ne pas jouer pleinement son rôle de tutelle dans la conformisation de leur structure en des fédérations type. En sa demande, cette décision pour notre part est considérée comme un abus de pouvoir, en ce sens qu'aucun motif n'a été notifié à ces arrêtés pour justifier le retrait. On aurait dû entendre par la suite que ces fédérations, au nombre de 10, sont hors mandat.
une surprise de plus pour le COSNI. Car si même tel est le cas, la responsabilité devrait alors être située. En effet, force est de constater que la majeure partie des fédérations connaissent des difficultés financières pour tenir leur assemblée générale, tout comme leur championnat national. Et pourtant, la délégation de pouvoir octroyée par le ministère devrait entraîner la prise en charge conséquente de ces deux activités pour toutes les fédérations. C'est le rôle régalien de tout ministère des Sports. Le ministère donne délégation et nous laisse les bras ballants, donc il n'a pas le droit de nous retirer la délégation. Nous allons nous débrouiller nous-mêmes. On apprend toujours que dans ce dossier, le problème serait parti de la rencontre avortée entre le ministre des Sports et les membres du COSNI le 12 janvier dernier. À travers une lettre 038, le ministre de la Jeunesse et des Sports a invité le président du COSNI, les membres du Conseil ainsi que les présidents des commissions du COSNI à une rencontre le lundi 12 janvier 2015, suite au renouvellement du bureau exécutif du COSNI intervenu le 27 janvier 2014. Le président du COSNI, pour sa part, dans sa réponse d'acceptation de cette invitation, le 9 janvier 2015, a souligné au ministre des Sports que le COSNI sera représenté à cette rencontre par les membres élus du Conseil. Ce sont ces deux lettres qui sont visiblement le départ de ces hostilités. Car le jour de la rencontre, une incompréhension entre le ministre et les membres du COSNI en ce qui concerne le statut de certains membres présents à cette rencontre n'a pas permis de tenir la dite rencontre. Ainsi, le 14 janvier, toutes les fédérations dont les présidents sont membres du conseil exécutif du COSNI ont reçu dans l'après-midi un arrêté portant retrait de la délégation de pouvoir. Cette décision que le ministre des Sports estime grave mais salutaire permettra d'assainir le monde sportif nigérien. Une décision perçue du côté du COSNI comme une gabegie qui tombe à un moment où le mouvement olympique nigérien se retrouve dans un climat de paix et de sérénité. Quoi qu'il en soit, les uns et les autres doivent accorder leur violon pour l'intérêt supérieur du sport nigérien plutôt que de se jeter l'anathème. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur cette note de sport que s'achève cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi et comme vous le constatez justement en bande défilante, vous pourrez suivre dans quelques instants, précisément à 21h30, le message du président de la République adressé à la nation. Ce sera donc à 21h30. Gardez donc l'écoute sur la H24. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt. Barika Dunia TV. I'm the bunch. Oskiman come to make a first call me. I have a confession. Don't take it personal. I got a confession. Oh, so you gotta listen. Oliver, Oliver, twist. You're watching Dunia TV, national and international. Don't touch that dial. Qu'est-ce qu'il y a? Applaudissez. Merci beaucoup. Monsieur Mahmoud Mustafa Ali et Madame Né Oubeira Idi Moumouni sont heureux de vous faire part de la